Voilà, on passe maintenant à regard croisé. Ce soir, on va parler de la Libye. L'Europe veut consolider un fragile cessez-le-feu. Nous irons ensuite en Guinée. 82 ans, Alpha Condé, candidat à sa succession pour un troisième mandat. Il se présente comme le candidat des femmes et des jeunes. On parlera aussi du Mali. Ibeka, après le coup d'État, voilà le coup du cerveau. L'ancien président est hospitalisé pour un léger accident vasculaire cérébral. Et puis le Togo, l'affaire Adjakli, le ministre du Commerce sera entendu par les députés. Voilà le menu ce soir. Pour en parler, Ibrahim Acha est avec nous. Il est directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux confrères sur le plateau ici avec moi. Comme on dit chez nous, ça fait 2 jours. Ah oui. Merci. Le plaisir est pour moi de renouer avec le plateau de New World. Et c'est avec plaisir que nous allons discuter de l'actualité au plan continental, mondial et pourquoi pas l'actualité nationale. Merci beaucoup. À vos côtés, Nuitite Freddy Mela Yendo Koukou, président de VIP Togo. VIP, c'est vision et initiative positive du président Fornia Singbe. Bonsoir, Nuitite Koukou. Bonsoir Samuel, très ravi de te retrouver sur ce plateau. Bonsoir chers confrères et surtout un coucou spécial à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Sylvestre Béni est également avec nous. Il est directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Merci. On va commencer tout de suite avec la Libye. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a qualifié mardi 1er septembre de priorité absolue le dossier libyen lors d'un déplacement à Tripoli où il a discuté des moyens de renforcer le cessez-le-feu et de relancer les pourparlers entre pouvoirs rivaux. La Libye reste la priorité absolue de l'Union européenne, a tweeté M. Borrell à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement d'Union, Fayez Al-Sarraj, et les membres de son cabinet, Sylvestre Béni. Est-ce que d'abord, pour l'Union européenne, parce qu'on sait que sur le théâtre libyen, il y a un petit changement de rapport de force. Maintenant, c'est le gouvernement d'Union nationale qui est en position de force. L'Europe jouait un peu au double jeu. Aujourd'hui, ce gouvernement d'union nationale est devenu un interlocuteur? Non, je crois que moi, je ne fais pas la même lecture que vous. Le gouvernement d'union nationale n'est pas en position de force. Au contraire, parce que vous avez vu que depuis la révolution, cette révolution qui s'est, selon moi, qui s'est terminée en 2011 avec l'assassinat donc de Kadhafi. Vous avez vu que les hommes donc du général Haftar qui avait pris une grande partie donc de l'Est font continuellement mouvement vers le sud parce que ils ont pris Benghazi, ils ont chassé donc les groupes djihadistes, ce qui leur a valu du moins les yeux doux de la France. Après, vous avez vu qu'ils ont fait mouvement vers Sirte. Et après Sirte, il n'y a que Misrata et Tripoli. Donc, c'est l'offensive qu'ils ont lancée en janvier 2019. Et ce qui a fait que aujourd'hui, devant peut-être la peur d'être peut-être envahi par les hommes donc, du général Haftar, il y a quand même tous ces mouvements-là. Mais il y a eu ce rapport de force qui est venu déstabiliser un peu la Turquie, qui a fait reculer les hommes du maréchal Haftar. Justement, j'allais en venir parce que vous avez vu que quand les hommes donc du général Haftar faisaient mouvement donc vers la Tripoli, et il y a eu quand même une peur panique, si on peut le dire ainsi, une grande peur, ce qui a fait que les hommes donc les éléments donc du président turc sont venus donc à Libye, ne serait-ce que pour freiner l'évolution donc des hommes du général Haftar. Et j'ai souvent l'habitude de dire que en Libye, c'est les intérêts qui se battent, c'est-à-dire du moins c'est les puissances occidentales qui se battent, mais sur une terre étrangère. Parce que vous devez comprendre que au niveau donc du général Haftar, il y a les Émirats arabes unis qui le soutiennent, il y a l'Arabie saoudite, il y a la Russie et l'Égypte. Maintenant, de l'autre côté, du côté donc du gouvernement d'union nationale, vous verrez que il y a le Qatar, et il y a la Turquie, et puis il y a aussi les Nations Unies qui ont donné quand même faveur donc à ce gouvernement. Mais sauf que vous verrez que c'est cela, c'est les intérêts qui sont en jeu. Et quand peut-être l'autre voit que ces positions sont un peu fragiles, donc ils font venir donc des éléments, si on peut dire des éléments étrangers, des militaires étrangers, ne serait-ce que pour freiner Haftar. Mais aujourd'hui, vous verrez que Haftar a quand même du moins, il a la cote, il a la cote, parce que le monsieur
de l'Est, il fait mouvement vers Tripoli. Après, Misrata, il sera donc à Tripoli. Donc, si rien n'est fait pour peut-être bloquer son avancement, peut-être qu'il craigne. Il craigne que, du moins, la Libye ne soit totalement donc, aux mains de Gérard Haftar. Mais sauf que le personnage aujourd'hui est ambigu. Oui. C'est pourquoi vous verrez qu'au niveau de la France, il n'y a pas un soutien total. Mais sauf que, comme ils ont réussi à faire chasser donc, les djihadistes, donc la France leur accorde donc, le bénéfice du doute. En tout cas, aujourd'hui, Ibrahim Acha, il y a un cessez-le-feu qui est en vigueur entre les deux, entre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Mais on sait qu'en Libye, les cessez-le-feu sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Justement, c'est pourquoi quand vous interrogez certains experts des Nations Unies ou bien ceux qui font des analyses sur la situation en Libye, parlent d'un cessez-le-feu fragile. Fragile en ce sens que ça s'apparente à ce que nous pouvons appeler du déjà vu. Parce qu'en 2018, il y a eu un accord qui a été scellé, l'accord de Paris, et vous avez souvenance qu'aussitôt après, les deux camps ont repris les armes. Donc cette fois-ci, c'est le gouvernement national qui l'annonce. Mais est-ce à dire que c'est bien conclu, c'est bien scellé avec Haftar? Il y a eu une certaine concertation avant de l'annoncer. On ne le saura, nous ne saurons le dire. Mais ce qui est sûr est que pour le moment, c'est le cessez-le-feu qui est sur le plateau et chacun y va de son interprétation. Les experts, ceux qui arrivent en Libye, estiment que ce cessez-le-feu peut amener vers la réconciliation, puisque c'est ce qui est souhaité. Mon confrère Sylvestre disait à propos du gouvernement d'union nationale dirigé par Siraj que c'est une force plus ou moins soutenue par la communauté internationale, parce que quand vous voyez un peu l'ONU, l'ONU a donné son aval à ce gouvernement, et c'est tout comme l'autorité légitime en terre libyenne. Donc Haftar est aussi soutenu par des puissances, et quoi qu'on dise, la communauté internationale voudrait qu'il y ait quand même la paix en Libye, parce que si la Libye venait à être déstabilisée, c'est l'Algérie qui va prendre un coup, c'est l'Égypte aussi qui va peut-être basculer, et toute la bande sahélienne risque de devenir un scénario genre Mogadiscio. Vous voyez, donc on craint vraiment ce scénario. Mais au même moment, mon confrère a fait de relever cela, il faut dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est une hypocrisie qui se joue en Libye, d'autant plus que ce sont les intérêts, effectivement, qui sont présents sur le sol libyen. Et tout ceci, le tohu-bohu, tout ce qu'il y a comme désordre là, participe à bien piller les ressources libyennes. Et voilà, donc quand il y a de ces troupes comme ça, les pêcheurs en eau trouble sont là et ils font leur trafic, les trafics de tout genre. Et c'est ça qui risque de revenir vers le Mali si le Mali ne prend pas garde. Parce qu'avec le coup d'État intervenu, excusez-moi de faire vraiment ce saut vers le Mali, parce que c'est presque la même histoire qui est en train de se dérouler. Donc il va falloir que l'on fasse véritablement attention pour que ce cessez-le-feu-là, quoique fragile, puisse être consolidé et que vraiment l'avenir soit porteur de renouveau, d'accalmie et pourquoi pas de paix, de stabilité dans cette région. Alors, Ntité Koukou, même si le chef de la diplomatie européenne dit que nous nous félicitons du récent accord de cessez-le-feu et continuons d'appuyer le dialogue, est-ce que ce n'est pas plus les deux entités qui s'opposent ici qui doivent travailler à consolider ce cessez-le-feu-là? Merci beaucoup. Et d'abord, je profite pour saluer les interventions de mes deux prédécesseurs. Mais pour entrer dans ce débat, je voulais préciser, excusez-moi, quelque chose pour dire que ce qui se joue en Libye aujourd'hui, je peux, à ma manière, nommer ça un bordel international, parce que si nous voulons en quelque sorte consulter l'histoire, nous verrons que la Libye, dans le temps que nous avions connu sous Kadhafi, est une Libye qui n'avait pas besoin de tout ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui comme théâtre. Et donc, même si Kadhafi seul a régné sur la Libye pendant des décennies, néanmoins, il n'y avait pas eu toutes ces questions de guerre fratricide interne à ce pays. Et donc, moi, je veux faire mon analyse directement en allant vers le côté des intérêts pour dire que, en fait, la communauté internationale aujourd'hui, moi, je pense qu'elle doit s'auto-analyser. Elle doit s'auto-analyser et s'interpeller vers une obligation morale. Et parce que nous devons nous poser la question de savoir quel monde voulons-nous bâtir. S'il faut aller déstabiliser un pays qui était uni sous un dirigeant, et aujourd'hui, beaucoup de pays qui se disent évoluer n'avaient même pas le niveau socio-économique et politique de la Libye.
Vous voyez, quand nous prenons les 5 points clés qui avaient permis à Muammar Kadhafi de donner aux Libyens un quotidien vraiment heureux, nous avons l'école gratuite, la santé gratuite, les logements gratuits, nous avons l'agriculture gratuite, parce que quand tu voulais faire l'agriculture en Libye, le colonel Kadhafi te faisait loger gratuitement, te donnait tous les équipements gratuitement. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en Libye, on ne voit plus ce bonheur. Maintenant, pour rentrer dans le jeu des alliances et de cette histoire de cesser le feu, moi je pense que c'est beaucoup plus une ironie ou bien une hypocrisie politique, parce que qui sont ceux qui sont en train de parler de consolidation de cesser le feu et qui sont ceux qui ont embrasé la Libye. Les mêmes puissances qui sont rentrées en Libye pour venir créer la guerre civile et tout ce que nous analysons et que nous constatons sur le terrain aujourd'hui sont les mêmes maintenant, parce que tout ce qu'ils veulent éviter en Afrique, pour ne pas dire la Libye seule, c'est l'union. Et quand le confrère Sylvestre avait parlé de l'avancée du général tout à l'heure, parce qu'ils ont senti en ce dernier cette ambition d'unification. Et lui, il est en train de faire une avancée pour essayer de remettre la main sur tout le pays, rebâtir ce qu'on puisse appeler une nation. Et quand il serait arrivé à ses fins, ce serait impossible à tous les belligérants qui sont sur le terrain aujourd'hui de tirer chacun ses intérêts du jeu. Parce qu'aujourd'hui, chacun gagne de son côté. Quand on a nommé le Qatar qui parle du Qatar, pas des États-Unis derrière. Quand on parle de la France d'un côté, on connaît toutes les puissances qui s'alignent derrière la France. Donc chacun a un ambassadeur qui tire les ficelles par rapport à un groupe de belligérants sur le terrain juste pour piller la Libye. Et c'est ça qui est un peu désolant. Alors ici, est-ce qu'on doit parler quand même d'un véritable cessez-le-feu entre ces deux hommes? Mais bon, c'est vrai que l'Union européenne qualifie cela de fragile. Ou bien il suffit juste que les puissances derrière, comme ce qu'évoquait Ntité Kroukou, décident que demain on reprenne les combats pour que ça reprenne? Oui, vous savez, c'est-à-dire, est-ce que c'est un affrontement entre Libyens où on le sait, c'est des puissances qui s'affrontent? Très méfiant avec, du moins, les puissances occidentales, surtout lorsqu'ils prononcent un certain nombre de termes. Quand ils disent fragile, ils savent en réalité tout ce qui se retrouve dans ce terme fragile. Parce que lorsque j'ai écouté le chef de la diplomatie européenne qui dit que il y aura aussi, nous allons maintenir les sanctions, y compris l'embargo sur les armes, mais qui sont ceux qui livraient les armes aux Libyens. C'était eux. Voyez-vous? Donc si eux-mêmes ils décident aujourd'hui que voilà, nous allons arrêter, ça va s'arrêter. Mais sauf que il faudrait qu'il y ait plus de bordel. Le terme revient souvent, ben nous sommes désolés. Il faudrait que la Libye soit une ruine pour qu'on puisse mieux en profiter. Voilà, donc aujourd'hui, ils vont faire peut-être, ils vont jouer le jeu, ils verront jusqu'où, du moins les deux belligérants. Si les deux hommes, c'est-à-dire sur le point Haftar et puis Faez, si eux aussi, ils n'arrivent pas à avoir l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire à être beaucoup plus patriotes et accorder leur violon, s'ils se divisent sur des détails, mais les autres vont continuer pas profiter. Voilà, donc aujourd'hui, ils reviennent donc à ces deux hommes-là, en tant que Libyens, de faire un sursaut patriotique et de faire la paix des braves, si on peut le dire. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas être d'accord sur tout, au moins sur l'essentiel. Unir d'abord le pays et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais sauf que derrière tout ça, parce que quand on parle des États-Unis, et vous conviendrez avec moi que là où les États-Unis profitent beaucoup, la Russie viendra aussi tirer, donc du moins son gras. Et puis le Qatar, la France, tout le monde donc, est là pour du moins tirer quelque chose. Donc tant qu'il y aura du bordel, ils peuvent profiter mieux. Donc il revient à ces deux hommes-là. Et je ne suis pas aussi... Je reste... disons que je ne veux pas aussi qu'à chaque fois... les conflits ou du moins ce problème libyen se déplace dans les capitales occidentales. Mais discuter en Libye. Discuter en Libye. Parce qu'on a eu la conférence de Berlin, on a eu celle de Paris, on est allé à Sochi. Mais discuter le théâtre politique, c'est la Libye. Discuter là, venez. S'ils savent qu'au moins, au niveau donc, du gouvernement d'Union nationale, c'est-à-dire à Tripoli, il y a un peu de paix, mais que les ambassadeurs viennent, que ces présidents-là viennent en Libye. Et comme ça, ils vont sécuriser la zone et justement, est-ce qu'il y a une volonté de dialogue de la part des deux principaux belligérants eux-mêmes? Parce que vous vous rappelez, j'ai parlé de la conférence de Berlin, ils ne se sont même pas parlé. On est allé à Sochi, ils ne se sont pas parlé. Est-ce qu'ils veulent se rencontrer? Non, mais en fait, il faut parler d'une guerre de positionnement. C'est une guerre de positionnement. Et Sylvestre a bien fait de le relever. Chacun voudrait prendre le contrôle de la Libye et
remettre, comme on le dit, de l'ordre dans le pays et gouverner comme Kadhafi le faisait. Mais sauf que ce sont les puissances qui tirent les ficelles et vous allez voir que c'est une guerre que les puissances se livrent en Libye sous le couvert, ou bien ils ont sous-traité leur conflit d'hégémonie, de positionnement stratégique en Libye à travers ces forces en présence. Il n'y a pas que les deux, il y a aussi au niveau des autres tribus, puisque au temps de Kadhafi, c'était des tribus qui étaient là et que des chefs tribus dirigeaient directement les tribus, mais Kadhafi coordonnait le tout au plan national. Bon, aujourd'hui, c'est les deux que nous voyons, mais il y a encore de ces milices-là qui sont installées un peu partout sur le sol libyen et donc qui continuent aussi par dicter leurs lois dans leur positionnement donné. Et donc aujourd'hui, si les deux allaient vers une paix, je crains fort que les autres là puissent aussi s'aligner, parce que c'est aussi un problème d'intérêt, c'est un problème aussi de voir dans quelle mesure on peut aussi s'enrichir à travers ce conflit-là, ce bordel-là qui est installé en Libye. Et pour qu'il y ait la paix véritablement, moi je me dis que toutes les forces en présence, c'est-à-dire les tribus, les milices et tout ça là, tous doivent se retrouver, qu'il y ait une concertation nationale, et c'est là où je vous rejoins, qu'il y ait cette volonté nationale d'aller vers la paix et de finir définitivement avec la guerre et relancer le pays. S'il n'y a pas ça, les deux là sont les intérêts qui sont en jeu. Quand on regarde quand même le visage de ce conflit libyen aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler à cette étape-ci encore d'un conflit interlibyen? Il y a une internationalisation, c'est-à-dire du conflit. Oui, c'est-à-dire on connaît la géopolitique, les gens s'affrontent et ils ont déplacé ça juste sur le terrain libyen. C'est un peu ce qui s'est passé en Syrie. Bien évidemment. Actuellement, je ne peux pas dire que c'est une internationalisation du conflit. D'autant plus que ce sont les Libyens qui combattent sur le territoire libyen. Et même les forces étrangères qui viennent, ils viennent en appui logistique. Et c'est tout. Et, ou bien en appui en matière de renseignement. Donc pour voir le mouvement des troupes, pour voir le positionnement de chaque camp sur le territoire. Et éventuellement, s'il y a des accords ou bien s'il y a des opérations qui sont préparées, s'il y a interception des messages et autres là, on livre à son protégé. Et son protégé aussi se met en position de défense ou bien en position d'attaque, parce que quand vous êtes convaincu que des gens vont vous attaquer dans tel jour, vous pouvez anticiper, parce que c'est ça c'est ce que recommandent les mesures sécuritaires. Et donc c'est ça, c'est une guerre certes entre Libyens, mais ceux qui tirent les ficelles, eux, ils sont venus seulement pour des intérêts. Mais le positionnement stratégique, le positionnement sur le pays, c'est les Libyens qui le veulent. Alors, le chef de la diplomatie de l'Union européenne souhaite quand même que ce cessez-le-feu puisse faire progresser les efforts de l'UE en faveur de la reprise d'un dialogue politique. Ça, c'est envisageable, reprendre la reprise du dialogue politique? Oui, je pense. Si vraiment les intentions rejoignent la volonté politique et surtout l'honnêteté, je pense que ce serait possible. Et comme vient de le souligner mon collaborateur dans ce débat, je pense que le peuple libyen il doit être plutôt en position de mire dans ce conflit. C'est le peuple libyen qui doit donner le ton de son désir de se réconcilier, de réunir le pays et d'aller maintenant vers une paix durable. Et maintenant, à partir de ce désir ou bien cette volonté du peuple libyen, on peut voir maintenant quelles sont les puissances qui peuvent accompagner ce processus. Maintenant, quand nous analysons bien, c'est plutôt le contraire, parce que pour le moment, même si au niveau des différentes factions qui s'opposent sur le terrain, dans peut-être leurs intentions ou bien dans leurs actions, chacun de son côté, il y a ce désir d'avoir une même mise plutôt sur l'ensemble du pays. Ils ne l'ont pas encore avoué sur le plan national ou officiel. Mais c'est plutôt maintenant la diplomatie internationale qui est en train d'afficher cette idée ou bien ce désir d'aller vers des négociations, d'aller vers une réconciliation. Et c'est là, moi, je rappelle encore l'hypocrisie des intentions pour dire quelque part que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui s'est joué déjà en Syrie. Mais si nous revenons sur le sol du continent africain, la même chose s'était déjà joué avec Savimbi, dans le scénario de Savimbi. D'accord. On va aller à la pause maintenant. Première pause et on revient après.